Nous allons commencer le chapitre 1 de ce cours d'algorithmique 1. Et donc nous allons commencer avec des rappels du cours d'introduction à l'algorithmique que vous avez eu au premier semestre. Donc je vais commencer par rappeler pourquoi est-ce qu'on parle d'une part d'algorithmique et d'autre part de programmation. Et surtout, on va se mettre d'accord pendant ce cours-là sur la syntaxe du pseudocode que nous allons utiliser pour ce cours. L'algorithmique doit être vu comme une sorte de brouillon face à un problème que vous devez résoudre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va structurer nos idées, qu'on va faire une sorte de brainstorming suivant les différentes boîtes à outils qu'on peut utiliser. Ce sont les différentes instructions que l'on verra plus tard, les boucles pour, les boucles tant que, les instructions si, les fonctions, etc. Donc on structure les grandes idées avec cette boîte à outils et on arrive à un algorithme qui permet de résoudre le problème. Dans un second temps, si on veut effectivement implémenter, c'est-à-dire mettre en place dans un certain langage de programmation notre algorithme, et bien à cette étape-là, on doit repartir de notre algorithme qui est notre brouillon dans lequel les idées sont structurées pour les mettre de manière correcte selon la syntaxe du programme. Et donc on doit à cette étape-là respecter scrupuleusement toutes les règles précises du langage de programmation dans lequel nous nous plaçons. Vous avez tous fait soit du C, soit du Python, et vous savez très bien que dans un langage de programmation, on doit respecter toutes les petites règles. Par exemple, on doit ouvrir et fermer nos parenthèses et nos guillemets correctement, on ne doit pas oublier des points-virgules ou des deux points, etc. Puisque le compilateur, ou disons l'ordinateur, n'est pas capable de corriger lui-même, alors qu'entre humains, on est capable de corriger quelques petits détails de pseudocode qui pourraient se trouver dans un algorithme. Donc dans ce cours, on ne va pas faire de la programmation, donc les algorithmes sont écrits en pseudocode. Donc qu'est-ce que c'est que le pseudocode? C'est en fait une manière de décrire toutes les façons dont les humains se sont mis à écrire du code pour discuter entre humains indépendamment d'un langage de programmation. Le but du pseudocode est de pouvoir écrire des algorithmes génériques qui ne dépendent pas du langage de programmation, mais qui sont inspirés de ce qui est commun à la plupart des langages de programmation. Par exemple, vous avez tous suivi le cours d'introduction à l'algorithmique et ensuite vous avez suivi soit le cours d'introduction à la programmation en C, soit le cours de programmation en Python si vous êtes en PIP. Et donc, sur la base de ce que vous aviez appris en algorithmique de manière commune, vous avez ensuite appris à les implémenter de manière précise dans chacun des deux langages que vous étiez en train d'apprendre. Donc parfois dans ce cours, on illustrera certains algorithmes en donnant un exemple d'implémentation en C ou en Python, mais cela ne restera qu'au rang d'exemple. Donc vous n'êtes pas tenu de savoir implémenter ce que l'on va voir en algorithmique, en pseudocode, par la suite. Donc voici par exemple un petit Hello World. Donc vous savez que c'est le premier programme qu'on apprend à faire dans chaque langage de programmation qu'on étudie, puisque ça nous permet de voir les règles de syntaxe basiques du langage. Donc voici par exemple à quoi pourrait ressembler mon Hello World en algorithmique. En C, on est obligé d'écrire tout ceci, puisqu'on doit passer par l'inclusion des bibliothèques, une déclaration propre du programme principal, l'instruction qui vraiment nous intéresse ici, qui affiche Hello World, et le return 0 qui est obligatoire à la fin d'un main en C. Alors qu'en Python, on peut résoudre ce programme-là en une seule ligne, puisqu'il n'y a pas de bibliothèque à inclure pour avoir accès à la fonction print. La structure du main n'est pas obligatoire, donc on peut se contenter d'écrire print Hello World. En fait, vous connaissez déjà des algorithmes qui ne sont pas en pseudocode. Vous avez tous déjà effectué une recette de cuisine. Vous allez tous déjà suivre un itinéraire qui vous était proposé par le GPS ou par quelqu'un de votre connaissance. Également, vous avez probablement tous appris à l'école, au collège, l'algorithme d'Euclide qui permet de calculer le PGCD entre deux nombres. Donc tout ceci sont des algorithmes puisque ce sont une liste d'instructions détaillées qui permet de résoudre un problème ou d'effectuer une tâche. Et vous voyez bien que les morceaux élémentaires d'instructions que l'on vous donne sont adaptés à ce que vous êtes en train de faire. Donc par exemple en recette de cuisine, on peut considérer comme instruction élémentaire le fait de rajouter 3 œufs dans le saladier en cours. Comme itinéraire à suivre, on peut considérer
comme instruction élémentaire, par exemple tourner à gauche, etc. Donc il suffit de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui va être une instruction élémentaire pour écrire nos algorithmes, et c'est donc pour ça qu'on va définir ensemble notre pseudocode. Le problème du pseudocode, qui est à la fois son avantage et son inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de pseudocode universel. On ne peut pas dire ceci est le pseudocode, contrairement au langage de programmation dans lequel il y a les instructions qui sont dans le standard C et les instructions qui sont dans le standard Python. C'est-à-dire que chaque groupe de personnes doit se mettre d'accord sur la syntaxe à utiliser pour le pseudocode, puisqu'il y a autant de pseudocodes que d'informaticiens sur Terre. Donc on doit se mettre d'accord tout simplement pour réussir à se comprendre. Les slides suivants vont fixer les règles que l'on devra respecter dans le cadre de ce cours, sachant que nous serons évidemment tolérants sur la syntaxe de l'algorithmique, puisque c'est le but principal de vous faire travailler en pseudocode, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter les règles de syntaxe de manière stricte. Alors, concernant les noms de variables, on n'autorisera pas les noms de variables à contenir des espaces, de la ponctuation, etc. Donc on se restreindra aux noms de variables dont les caractères sont alphanumériques, c'est-à-dire des lettres et des chiffres. Il faudra déclarer une variable avant de commencer à l'utiliser en donnant son type et son nom avant sa première utilisation. Ça ressemble à ce qu'on doit faire en C, mais attention, en Python, on n'a pas besoin de déclarer une variable. Et une même variable ne pourra donc recevoir au cours du temps qu'un seul type de valeur, c'est-à-dire que si vous déclarez une variable de type entier, il faudra qu'elle ne prenne que des valeurs entières au cours du temps. Donc ceci, là encore, ressemble à ce qu'on trouve en C, mais pas à ce qu'on trouve en Python. Dans un premier temps, on va se restreindre à des types très simples. On aura un type entier qu'on écrira en général en abrégé int, un nombre flottant pour désigner les nombres à virgule qu'on appellera aussi float, un type booléen qu'on écrira le plus souvent de manière abrégée bool, et un type caractère qu'on notera également comme ça car. Donc un caractère ne contient qu'une lettre ou qu'un chiffre ou qu'un signe de ponctuation. Donc un caractère n'est pas une chaîne de caractères. Pour l'affectation, on utilisera un symbole qui en fait n'est en général pas utilisé dans les langages de programmation, à savoir le 2 points égal. Dans la plupart des langages de programmation, l'affectation se fait grâce au signe égal, mais nous avons ici l'occasion de montrer que ce symbole égal pour l'affectation n'est en fait pas du tout symétrique, comme vous devez le savoir très certainement. Lors d'une affectation, on commence toujours par évaluer ce qui est à droite de l'affectation et ensuite on le range dans ce qui est à gauche de l'affectation. Pour accentuer encore plus cette lecture de droite à gauche de l'affectation, on pourrait éventuellement utiliser le symbole flèche vers la gauche. Pour les opérations arithmétiques de base, on utilisera plus, moins et fois. Et on utilisera le symbole comme ceci pour faire une division. Et on supposera par défaut que ce symbole-là fait une division en gardant les chiffres après la virgule. Ici, il y a plusieurs comportements différents selon les langages de programmation. Et si nécessaire, si on veut tronquer, eh bien, on tronquera les chiffres après la virgule d'un flottant x en écrivant floor de x, qui veut dire partie entière inférieure en anglais. Pour l'opérateur modulo, qui donc calcule le reste de la division euclidienne entre deux entiers, on utilisera le pourcent comme en C ou en Python, ou éventuellement mod comme modulo si vous préférez. On pourra incrémenter ou décrémenter une variable entière avec le symbole plus plus ou moins moins. Ceci ressemble à ce qui existe en C, mais malheureusement le plus plus et le moins moins n'existent pas en Python. Donc par exemple, je crée une variable n de type entière, je lui affecte la valeur 5, donc ceci constitue l'initialisation de n à 5, c'est-à-dire que je range une première valeur dans la variable n. Et ensuite, n++ signifie que l'on augmente la valeur de n de 1. Donc puisque n est égal à 5, n passe ensuite à 6. Et ensuite, si je fais n moins moins, c'est le contraire, c'est-à-dire que n diminue de 1. Donc n qui avait la valeur 6 passe maintenant à la valeur 5. Et on pourra utiliser le raccourci qui existe à la fois en C et en Python, plus égal. Si je fais
si je déclare un entier somme de type entier que j'initialise à la valeur 1, eh bien l'instruction somme plus égale 4 veut dire somme reçoit la valeur somme plus 4. Et donc somme passe de la valeur 1 à la valeur 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc voici quelques exemples. Donc je déclare une variable a de type int, puis je déclare deux autres variables b et c de type int. J'initialise a à la valeur 5, j'initialise b à la valeur 8. J'ai ici une affectation avec une évaluation non triviale à faire à droite. Donc pour l'instant, je ne regarde que ce qu'il y ait à droite de mon symbole d'affectation. Donc je calcule a plus b. Donc cela vaut actuellement 5 plus 8, c'est-à-dire 13. Et une fois que j'ai obtenu le résultat de cette somme, donc à savoir 13, je range cette valeur dans la variable c. J'ai ensuite un deuxième exemple où je vais réutiliser la valeur actuelle de la variable pour actualiser la variante de la même variable. Donc je commence toujours par évaluer la partie droite. Donc a fois b, sachant que a vaut actuellement 5 et que b vaut 8. Alors la valeur qui est à droite est égale à 40 et je range la valeur 40 dans la variable a. Ensuite, j'ai encore une affectation. Je commence par évaluer la partie qui est à droite. Donc b vaut actuellement 8. b modulo 2 signifie le reste de la division euclidienne de 8 par 2. Et ceci vaut 0 puisque 8 est pair. Et donc je range cette valeur 0 dans C. Ensuite, je calcule la partie droite de l'affectation. Partie entière inférieure de 14,9. Eh bien, cela vaut 14, donc je range la valeur 14 dans A. Et ensuite, j'incrémente la valeur de A de 1 cran. Donc, A passe de la valeur 14 à la valeur 15. Et je décrémente la valeur de B d'un cran. Donc, B passe de la valeur 8 à 7. D'autres exemples avec trois variables x, y et z de type float. J'initialise x et y comme ceci. Ensuite, je calcule x divisé par y, donc 5,6 divisé par 2, cela fait 2,8. Et je range ce 2,8 dans z. Ensuite, je calcule ce qu'il y a à droite de l'affectation, c'est-à-dire un quart, cela vaut 0,25. Et je range 0,25 dans z. Et ensuite, je calcule ce qui est à droite de mon affectation, x plus y, c'est-à-dire actuellement 5,6 plus 2, cela vaut 7,6, et ce 7,6, je le range dans la variable x. Alors, nous avons vu les opérations que nous allons faire sur les entiers. Continuons maintenant avec les booléens. Un booléen pourra prendre la valeur 0, que l'on pourra aussi décrire si on le souhaite false comme en Python, ou faux en français, d'une part. Et l'autre valeur qu'un booléen peut prendre, c'est la valeur 1, qu'on pourra également appeler true comme en Python ou vrai en français. Pour les opérateurs booléens, on utilisera les connecteurs et, ou, non et XOR. XOR est en fait le ou exclusif. Pour tester l'égalité, on utilisera le même symbole qu'en C ou en Python, à savoir double égal, pour savoir si ce qui est à gauche du symbole est égal à ce qui est à droite. Et pour tester la non-égalité, on utilisera au choix soit le symbole ici qui est constitué d'un point d'exclamation égal, soit quand on écrit à la main, on pourra utiliser le symbole différent qui est généralement utilisé en maths. Donc voici quelques exemples. Je déclare une variable booléenne b, puis deux variables entières n et m. J'initialise n et m comme ceci. Ensuite, je calcule ce qu'il y a à droite de l'affectation. Donc c'est une condition, donc le résultat est un booléen, vrai ou faux. Donc n strictement plus grand que m, cela signifie 5 strictement plus grand que 4, c'est vrai, donc la valeur vraie est rangée dans le booléen b. Ensuite, je calcule d'abord ce qui est à droite de l'affectation, donc b vaut actuellement vrai. Vrai ou quelque chose est forcément vrai, donc je range la valeur vraie dans b. Ensuite, je calcule ce qui est à droite de l'affectation, non b. B vaut actuellement vrai, donc non
B vaut le contraire de B, à savoir faux. Et je range la valeur faux dans la variable B. Et enfin, pour cette dernière ligne, j'évalue comme d'habitude toujours ce qui est à droite de l'affectation. Donc c'est un test d'égalité entre n et 5. Ceci est vrai puisque actuellement la valeur qui est rangée dans la variable n est 5. Donc ceci est égal au booléen vrai et cette valeur vraie, je la range dans B. Pour écrire des commentaires, on utilisera par exemple les symboles slash slash ou les balises slash étoile pour le début et étoile slash pour la fin, comme en C. Si vous souhaitez utiliser le symbole dièse comme en Python pour les commentaires, vous pouvez également. Et parfois, pas forcément systématiquement, quand on voudra écrire un programme principal, on commencera par début et on finira par fin pour délimiter notre algorithme de programme principal. Et donc ceci correspond, pour ceux qui ont fait du C, à la délimitation avec le mais. Pour les entrées et sorties en console, alors je tiens tout d'abord à préciser qu'on les utilisera beaucoup moins que dans les matières de programmation, puisqu'ils sont particulièrement utiles quand on lance notre programme et qu'on veut voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais je définis tout de même donc des entrées-sorties en console en pseudocode, même s'ils sont un petit peu moins pertinents. Donc pour afficher quelque chose dans la console, on utilisera la fonction print, qui ressemble un petit peu au printf en C, mais qui ressemble surtout au print en Python. Et on sera très souple sur le contenu des parenthèses, puisque les instructions d'affichage diffèrent beaucoup d'un langage à l'autre, donc il n'y a pas vraiment de bonnes règles en pseudocode sur l'affichage. Donc l'important est que l'on puisse comprendre ce que vous voulez dire. Donc par exemple, si n est une variable entière qui vaut 5 et m est une variable entière qui vaut 8, on pourra écrire une syntaxe qui ressemble à du Python comme ceci, c'est-à-dire que l'on coupe notre chaîne de caractères pour intercaler la valeur de nos variables. Cela écrira valeur de n 5 et de m 8. Ou alors, comme en C, on fait une seule chaîne de caractères formatée et on laisse des emplacements avec les codes spéciaux %d comme en C. Et ensuite, on donne dans les arguments suivants le contenu qui va servir à remplacer les emplacements qu'on a laissés avec les codes spéciaux %. Pour demander à l'utilisateur de taper quelque chose au clavier dans la console et récupérer donc cette chaîne de caractères pour la stocker dans une variable, on utilisera une syntaxe qui est très proche du Python. On utilisera une fonction input qui prend comme argument une chaîne de caractères qui va être tout simplement affichée sur l'écran dans la console avant le curseur. Et on supposera que input a comme valeur de retour la chaîne qui est écrite au clavier par l'utilisateur. Et donc, cette valeur de retour, qui est la chaîne de caractères tapée, on pourra la stocker dans une variable à condition de l'avoir mis dans une affectation. S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le type de la variable qui récupère la valeur tapée, par exemple si on sait qu'il s'agit forcément d'un int, on pourra supposer que la conversion est automatique. Attention, lorsque vous êtes en programmation, ceci est une source d'erreur courante. Donc il ne faudra pas passer sous silence cette étape de conversion le jour où vous êtes en programmation. Par exemple, je vais faire un programme principal qui déclare une variable n de type entier, qui écrit sur la console donner un entier, puis qui attend une saisie clavier. Si je tape par exemple 5, alors 5 comme chaîne de caractères va être la valeur de retour de input. Il va y avoir une conversion automatique en entier pour être rangé dans la variable n. Donc n vaut le nombre 5. Et ensuite, je calcule 2 fois n, c'est-à-dire 10, et je range ça dans une variable nouvellement déclarée, m de type entière. Et ensuite, j'affiche son double est, et ici va s'afficher la valeur de m, à savoir 10.